Or, le temps arriva que les fées de tous les pays à la ronde s'assemblèrent en réunion plénière dans une grotte de la montagne, comme elles le font tous les 10 ans à la même époque. Et, selon leurs habitudes en ces occasions, chacune y vint à sa manière. Celle-ci dans une voiture attelée de 3 hiboux, celle-là à califourchon sur le col du noix, cette autre dans une nacelle suspendue au fil du télégraphe. 2 d'entre elles voyageaient de conserve et tout à fait à l'ancienne mode, assises sur une petite brume d'octobre que le vent poussait mollement devant lui. Mais, en passant au-dessus de sa chaumière, l'une des 2 fées aperçut le prince au milieu de ses poules blanches. « Tiens, voilà Ivan Alexandrovitch !» s'écria Félicité Durable, car c'était elle en effet. « Faisons-lui une petite visite, ma chère. Le brave homme mérite qu'on s'occupe un peu de son avenir. J'étais absente le jour de sa naissance, ce qui lui a valu une vie quelque peu agitée, je le crains. »« Assurément, reprit Grande Chance sa compagne, bien que j'aie de mon mieux réparé les choses en ce temps-là, et qu'il n'ait pas eu à se plaindre des fées en somme. Mais descendons un instant de notre brume et voyons un peu ce qu'il devient. Je me sens de l'appétit au surplus et partagerai volontiers avec vous une de ces framboises que j'aperçois là-bas. » Les 2 petites dames mirent pied à terre et inspectèrent le potager, sucèrent une prune ou 2, se régalèrent d'une framboise et, sautant sur le toit de la chaumière, se laissèrent glisser par la cheminée jusque dans la chambre à coucher du général. Les belles glaces de cristal et la baignoire de marbre leur plurent beaucoup, ainsi que le tapis de soie rouge. Elles jouèrent quelques minutes à se baigner, se mirer, se pavaner l'une devant l'autre. Puis, Grande Chance ouvrit le bahut sculpté et trouva le billet de loterie, sur quoi elle fit, du bout de l'ongle du petit doigt de sa main gauche, un signe cabalistique. Quant à Félicité Durable, ayant bien réfléchi, elle déclara que l'heure de faire au prince son cadeau de baptême n'était pas encore venue. Elles remontèrent donc par la cheminée, d'où elles bondirent jusque dans leur brume qui les attendait à la pointe d'un sapin, et disparurent en direction des nuages. Le lendemain de ce jour, le général, comme de coutume, somnolait sur sa dure chaise de bois, son journal ouvert sur les genoux. Il jetait parfois un coup d'œil aux nouvelles politiques et se rendormait aussitôt. Puis, il se réveillait encore pour se rendormir de nouveau, car il avait passé sa journée à repiquer ses garnitures d'hiver et il se trouvait tout recru de fatigue. Cependant, chaque fois qu'il soulevait les paupières, son regard tombait sur la liste des numéros gagnants de la dernière loterie qu'on avait justement tirée la veille. Il finit même par s'y fixer tout à fait, car le gros lot en revenait à un singulier numéro composé de 5 9 de suite. « Quel drôle de chiffre !» murmura-t-il. « 99 999. On dirait 5 têtards. Ou 5 chats vus de dos, la queue pendante sur le côté. Je rêve sans doute. Mais il me semble avoir déjà vu quelque part ce numéro ridicule. » Ivan Alexandrovitch finit par s'éveiller tout à fait. Il ouvrit son bahut et en tira le billet caché sous les mouchoirs. Les 5 têtards s'y voyaient alignés. Les 5 chats sans oreilles avec leur queue sur le côté. C'était le numéro 99 999. Il était le gagnant du gros lot.
petit billet déjà couvert tant de fois de châteaux en Russie. Le général le tient entre deux doigts, le regarde, le retourne, le flaire, mais c'est à peine s'il en comprend le sens. Vous l'eussiez pris en ce moment pour une de ces figures dont parle le poète latin Ovide, occupé de passer de la vie à l'état de pierre. Toutes sortes de mots lui venaient aux lèvres, mais ils auraient fait rire qui les eût entendus, car ils ne signifiaient rien. Cependant, peu à peu et une à une, les idées reprirent leur place dans sa tête. « Demain, se dit-il, je serai riche de nouveau. Donc je partirai. Je reverrai notre vieille capitale et ses 365 églises, et mon palais, s'il est encore debout, et la steppe, et la forêt, et mon vieil ami l'ours. » Mais, chose curieuse, il avait beau se répéter 20 fois, 100 fois de suite ces paroles, son cœur n'en éprouvait pas une grande joie. Sauf peut-être en ce qui concernait l'ours. « Bah, c'est sans doute la surprise, » conclut-il. « J'ai trop l'habitude de la pauvreté. Demain, je saurai me réjouir. » Il se mit au lit, mais ne put fermer l'œil de la nuit, et dès que l'aube se montra au travers du volet, il se leva et retourna piocher, piocher, labourer, labourer pour changer le cours de ses pensées. De temps à autre, il allait regarder son billet, puis il le remettait en place au fond du bahut et retournait à sa tâche. Mais il ne parvenait toujours pas à se réjouir. « Ce sera sûrement pour demain, » se dit-il encore, « car demain est jour de marché. J'irai porter mon raisin en ville et nous verrons bien. » Le lendemain, en effet, il attela son cheval blanc, fit monter Marie-Lise sur le siège de la voiture et tous deux s'en allèrent offrir au marché raisins, champignons et œufs frais. Le général avait en poche le billet au 5,9. Il passa plusieurs fois devant la grande banque aux colonnes de marbre blanc, mais n'y entra point. Lorsqu'il eut vendu sa dernière livre de raisin, il acheta 6 chrysanthèmes magnifiques, en offrit 3 à la jeune fille et rentra chez lui fort satisfait. Et il en alla de même les semaines suivantes. Le billet portait imprimé au dos que les gagnants avaient 6 mois devant eux pour retirer leur lot. Tout billet non présenté dans ce délai devait être annulé et son montant resté acquis à la loterie. « J'ai tout le temps, » pensa le général. « À demain les affaires. Aujourd'hui, il s'agit de ramasser mes pommes. » Vint le mois de novembre. Il fallut labourer encore, faire les semailles d'automne, fumer les aspergières et les fraises, trier les échalas. En décembre, 3 poules disparurent et 5 autres 8 jours après. Comme il neigeait, les traces du voleur restèrent visibles dans la forêt et le général décrocha son fusil pour se mettre à sa poursuite. Mais ce devait être quelque très vieux et très rusé renard, connaissant à fond son quartier, car le chasseur rentra chaque soir bredouille. Et le billet continua de dormir dans le bahut sculpté. On dit que janvier et février sont des mois de paresse à la campagne. Allez y voir. Il faut faire le bois, drainer les champs, semer sous châssis les salades, radis, choux-fleurs, tomates et poireaux, tailler les arbres fruitiers, provigner, étendre et transplanter. Jamais le général n'avait été si affairé. En mars, voilà le printemps qui s'annonce. Primes vert et violette commencent de se montrer sous la neige fondante. Le merle chante, les jeunes bourgeons gluants s'arrondissent au bout des branches et le paysan n'a plus un instant à perdre pour préparer ses terres au grand réveil de la nature.
Serait-ce vrai que tu ne t'ennuies plus ? Demandait à Ivan Alexandrovitch la voix de sa conscience. Et puis, quand donc te mettras-tu en route pour retourner au pays de tes ancêtres ? Allons, fils de Rurik, va chercher ton argent, il est temps de partir. Alors, il se répondait à soi-même « Et comment le pourrais-je ? Ai-je seulement le temps d'y songer quand les journées sont si courtes ? Nous en reparlerons lorsque la glycine et les roses auront fleuri, les fraises mûries, les poules couvées, les haricots grimpés, les pêchers noué leurs fruits, et mon ami le rossignol commencer de chanter. » Cependant, il ne restait que 4 jours avant le terme fatal de 6 mois accordé par la loterie, et le grand gagnant ne s'était toujours pas fait connaître. On en jasait partout, à la ville et à la campagne. On écrivait à ce sujet des articles dans les journaux. 3 jours encore 2. Allons, il fallait se décider cette fois. Le général mit donc le précieux billet dans sa poche, attela son cheval, arrêta sa voiture devant la boulangerie pour y faire monter Marie-Lise, et les voilà partis tous les deux au grand trot, avec leurs paniers garnis de légumes tendres, de galettes au fromage confectionnées par la boulangère, de hyacinthes et de tulipes. Le soleil brillait dans le ciel repeint à neuf. Il était même ce jour-là d'un bleu si vif, si frais, que les oiseaux osaient à peine s'y lancer de peur de tacher leurs ailes. Les gens de la ville, tout vieux et racornis pendant l'hiver, semblaient rajeunir eux aussi en voyant arriver au marché les premières fleurs de la campagne. Au coin de la place de la cathédrale, un musicien ambulant jouait de l'accordéon tout en pédalant sur sa grosse caisse et en secouant ferme son chapeau à clochette. Enfin, tout était à la joie, au printemps, au sourire, et Marie-Lise eut vite fait de vendre le contenu de ses paniers. Seul, le général paraissait distrait et soucieux. Il palpait des papiers dans sa poche, partait, revenait, courait de droite et de gauche, culbutait les paniers des voisines, si bien que les commères l'interpellaient en riant. « Eh mon prince, vous voilà bien agité. Auriez-vous gagné le gros lot par hasard ?» Et lui de répondre « Justement, mes bonnes dames, et c'est un grand malheur, une vraie calamité. Que Dieu nous rende bientôt notre petit père le tsar. » On riait de plus belle. Le général ne retrouva sa bonne humeur qu'en remontant auprès de Marie-Lise sur le siège de sa carriole. Ils revinrent à la maison où la jeune fille l'aida à dételer. Puis il fallut s'occuper des poules, des canards et dindons qui, à chaque retour du marché, se précipitaient vers la voiture pour voir leur maître déballer ses paquets. Et voici qu'un peu à l'écart se tenait aujourd'hui un hôte inattendu. Un faisan superbe, doré, à l'œil étincelant, qui avait dû s'égarer hors de la forêt. Ivan Alexandrovitch l'observait curieusement tout en vidant sur le banc ses poches pleines de monnaie, car il voulait remettre à Marie-Lise la part d'argent qui lui revenait. Et juste à ce moment, un zéphyr malin emporta le billet gagnant, le billet dont c'était le dernier jour de vie. Le faisan s'en saisit aussitôt d'un coup de bec rapide et l'avala tout rond, puis il émit un gloussement étrange et s'envola légèrement, monta d'un seul coup d'aile si haut dans le ciel, que le prince et Marie-Lise et l'armée des poules et des canards le suivirent du regard avec émerveillement. Mais qui aurait pu deviner, dans ce petit point d'or, déjà presque imperceptible sur l'azur, la fée Félicité Durable, venue enfin offrir au prince son cadeau de baptême. Quoi donc? En lui dérobant son gros lot? Précisément.
Personne ne fut plus heureux de ce larcin qu'Ivan Alexandrovitch. Quant à Marie-Lise, tout attristée de voir partir le billet dans les nuages, elle s'écria « Oh, quelle malchance! Si par hasard il avait été bon !» Mais le jardinier prince secoua la tête en souriant à la jeune fille avec tendresse. « Non, mon enfant, fit-il, un billet qui m'eût éloigné d'ici ne pouvait être qu'un billet perdant. Mais samedi, au marché, nous en achèterons un autre. »« Et il gagnera, n'est-ce pas ?» demanda Marie-Lise. « Qui le sait ?» dit le prince. Ainsi s'achève l'histoire telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur. Remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver. Je te dirai les contes du Zénith.